Les bougies des lustres en cristal diffusaient une lumière chaude et miellée dans la salle de bal de la demeure londonienne des Hamilton. Près d'une haute fenêtre, Béatrice Montgomery observait le tourbillon des couples dansant, ses doigts effleurant involontairement l'endroit précis de sa main gauche, où elle avait autrefois porté sa bague de fiançailles. 5 ans, 5 longues années s'étaient écoulées, depuis que le ministère de la Guerre avait envoyé cette lettre bordée de noir. Le colonel William Harrington, vicomte de Chadwick, porté disparu lors de la bataille de Waterloo, était présumé mort. Elle ne s'était jamais mariée. Sa mère appelait cela de l'entêtement. Sa tante Agatha, une sensiblerie stupide. Ses frères se taisaient, mais leurs regards étaient interloquents. 28 ans, célibataire, avec des perspectives qui s'amenuisaient. Mais Béatrice, elle, ne pouvait tout simplement pas. Elle ne pouvait permettre à un autre homme de toucher sa main comme William l'avait fait. Elle ne pouvait imaginer quelqu'un d'autre lui lisant des poèmes dans le jardin de Montgomery House, tandis que le soleil se couchait derrière la haie de rosiers. Mademoiselle Montgomery, vous êtes de nouveau mélancolique, retentit une voix familière dans son dos. Béatrice se retourna et vit le jeune monsieur Charles Eversham, fils d'un riche marchand de draps, qui cherchait assidûment à attirer son attention depuis 2 mois. Sa cravate était impeccablement nouée, son frac parfaitement ajusté, mais il y avait toujours dans ses manières un zèle excessif, comme s'il tentait de prouver à la haute société qu'il méritait sa place parmi eux. « Pas du tout, monsieur Eversham, » répondit-elle poliment en déployant son éventail en ivoire. « Je suis simplement un peu lasse de cette atmosphère étouffante. »« Alors, permettez-moi de vous escorter jusqu'au jardin, » proposa-t-il, l'espoir brillant dans ses yeux. « Il y fait plus frais, et vous pourrez vous reposer un peu. » Béatrice s'apprêtait à refuser, mais elle surprit le regard lourd de sens que lui lançait sa mère, Lady Montgomery, de l'autre bout de la salle. Le message était clair. Ne repoussez pas un prétendant potentiel. La famille Montgomery était noble, mais pas riche. La dot de Béatrice devenait de plus en plus modeste chaque année, et son âge, un sujet de plus en plus délicat. « Je vous remercie, » dit-elle en posant sa main sur son coude, sentant sa robe de mousseline bleu pâle, à la taille haute de style empire, et aux manches bouffantes en lanterne, onduler doucement à chacun de ses pas. Ils sortirent par les portes-fenêtres ouvertes sur la terrasse. La fraîcheur d'une soirée de mai enveloppa ses épaules, à peine couvertes d'un fin châle de dentelle. Le jardin embaumait le jasmin et la terre humide après la pluie de l'après-midi. Au loin, une fontaine murmurait dans le parc, et les lanternes à gaz, le long des allées, projetaient des ombres fantasques sur le gravier. « Mademoiselle Montgomery » commença M. Evesham d'un ton solennel, qui mit Béatrice en alerte. « Je souhaiterais vous parler de... » « Je vous prie de m'excuser de vous interrompre, » fit une voix d'homme grave, et Béatrice tressaillit. Un homme de haute taille, vêtu d'un frac sombre, sortit de l'ombre. La lumière d'une lanterne éclaira son visage. Des traits accusés, des cheveux sombres parsemés de fils d'argent aux tempes, des yeux profonds. Béatrice ne le reconnut pas, et pourtant, quelque chose dans sa silhouette, dans sa posture, lui parut douloureusement familier. « Monsieur, pardonnez-moi, mais nous ne nous connaissons pas, » dit M. Eversham, visiblement irrité par cette intrusion. Et Frederick Stanford s'inclina légèrement l'homme. « Je suis récemment arrivé d'Écosse. Lady Hamilton m'a présenté au maître des lieux comme un lointain parent du défunt comte de Dorset. » Il parlait d'une voix posée, avec un accent presque imperceptible, que Béatrice ne parvint pas à identifier. Son regard glissa sur elle, rapide, évaluateur, et elle ressentit un étrange malaise, comme si cet inconnu voyait plus qu'il n'aurait dû. « Mademoiselle » s'adressa-t-il directement à elle, ignorant la présence de M. Eversham. « Béatrice Montgomery » répondit-elle, surprise par le ton bas et mal assurée de sa propre voix. Quelque chose traversa son regard, de la reconnaissance, de la douleur, mais disparut aussitôt, dissimulé derrière un masque de courtoisie. « Montgomery » répéta-t-il lentement, comme pour goûter le nom. « On m'a dit que votre famille possédait un domaine dans le Kent.
Oui, c'est exact, confirma Béatrice en serrant plus fort son éventail. Son cœur battait étrangement vite. Montgomery House. Notre famille y vit depuis 3 générations. Ce doit être un endroit magnifique, dit-il d'une voix égale, mais les doigts, qui serraient en sa canne à pommeau d'argent, blanchirent sous la tension. Monsieur Eversham s'éclaircit la gorge, ayant manifestement l'intention de mettre fin à la conversation. Mais à cet instant, les premiers accords d'une valse s'élevèrent de la salle de bal. Mademoiselle Montgomery fit M. Stanford en s'avançant d'un pas. « M'accorderiez-vous l'honneur de cette danse? Je n'ai pas dansé depuis longtemps et je crains d'avoir perdu la main. Mais en vous regardant, je ressens le désir d'essayer. » C'était une entorse à toutes les convenances, inviter une femme inconnue à danser sans présentation, en bonne et due forme. Qui plus est en présence d'un autre cavalier. Béatrice aurait dû refuser. Elle le devait. Mais quelque chose dans son regard, dans sa façon de se tenir sous la lumière de la lanterne, avec cette cicatrice à peine visible au-dessus du sourcil gauche, fit manquer un battement à son cœur. William avait reçu une cicatrice identique lorsqu'ils étaient enfants, en tombant d'un arbre dans le jardin, alors qu'il tentait de lui attraper un nid d'oisillons. Elle ne pouvait détacher ses yeux de cette cicatrice. Mademoiselle Montgomery m'a déjà promis cette danse, intervint brusquement M. Eversham, le visage empourpré d'indignation. Pardonnez-moi, monsieur Eversham, s'entendit-elle dire, comme si la voix venait d'ailleurs. Mais je suis réellement très fatiguée. Je pense que je ferais mieux de retourner auprès de ma mère. Elle s'écarta vivement des 2 hommes et se dirigea vers la terrasse, sentant ses genoux trembler sous la mousseline de sa robe. C'était de la folie. Cet homme était un inconnu, mais cette cicatrice et sa taille, et la façon dont il tenait sa canne, de la même manière que William tenait son sabre d'officier. Mademoiselle Montgomery, sa voix la rattrapa près des portes, basse, presque désespérée. Attendez. Elle s'arrêta sans se retourner, et l'entendit s'approcher. Une odeur de tabac et de cuir, et quelque chose d'autre d'à peine perceptible. Un parfum dont elle se souvenait, qu'elle ne pouvait oublier. « Vous ne vous souvenez pas de moi ?» dit-il. Cela sonnait comme une affirmation, mais elle y perçut une question. Le devrais-je? Béatrice se tourna lentement vers lui, et leurs regards se croisèrent. 1 seconde, 2, une éternité. Dans ses yeux, d'une couleur d'ambre foncé à la lumière des lanternes, il y avait une telle douleur, une telle mélancolie, qu'elle en eut le souffle coupé. « Non, » répondit-il enfin, sa voix devenue froide, distante. « Vous ne le devriez pas. Je vous prie de m'excuser pour le dérangement. » Il s'inclina, de manière formelle, correcte, et recula d'un pas dans l'ombre. Béatrice retourna dans la salle de bal, le cœur battant à la gorge. Elle retrouva sa mère, assise dans un fauteuil près du mur avec d'autres matrones respectables, et s'assit à côté d'elle, espérant que personne dans la pénombre ne remarquerait sa pâleur. « Tu as refusé, monsieur Eversham ?» murmura Lady Montgomery avec désapprobation. « Béatrice, il te fait à la cour depuis 2 mois. Sa famille est au rang, et si tu continues à repousser tout le monde. »« Mère, s'il vous plaît ?» dit Béatrice en se couvrant les yeux de la main. « Pas maintenant. » Lady Montgomery se tut, mais ses lèvres se pincèrent en une fine ligne de mécontentement. Béatrice regardait les couples danser sans les voir. Dans sa tête résonnait la voix de l'inconnu, grave, rauque, comme si elle avait traversé le feu. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux. William l'avait regardée exactement de la même manière lors de leur dernière soirée avant son départ. Il se tenait dans le jardin de Montgomery House, il tenait ses mains dans les siennes, et ses yeux étaient pleins de mots inexprimés qu'il n'avait jamais eu le temps de prononcer. « Je reviendrai pour toi », avait-il dit ce soir-là. « Quoi qu'il arrive, je reviendrai ?» Mais il n'était pas revenu. Béatrice frissonna, chassant ses souvenirs. C'était stupide de le voir en chaque inconnu. Elle l'avait cherché pendant 5 ans. La première année, elle avait épluché les listes de morts et de blessés, s'était rendue à l'hôpital militaire, avait interrogé les soldats revenus du front. Personne ne savait rien.
le corps du vicomte de Chadwick n'avait jamais été retrouvé. Lady Montgomery, mademoiselle Montgomery, la maîtresse de maison, une opulente Lady Hamilton, vêtue d'une robe pourpre constellée de diamants, apparut devant elle. « Permettez-moi de vous présenter notre nouvel invité, Monsieur Frederick Stanford, récemment arrivé d'Écosse. » Béatrice leva les yeux et croisa le regard du même homme. Sous la lumière vive des lustres, elle le vit mieux. Environ 35 ans, peut-être un peu plus, le visage hâlé buriné, avec des rides au coin des yeux, comme celles des hommes qui ont passé beaucoup de temps en plein air, ou à la guerre. La cicatrice au-dessus de son sourcil était ancienne, presque invisible. Mais il y était s'il y en avait d'autres. Une fine trace près de la tempe, une autre dissimulée dans ses cheveux. Monsieur Stanford a décidé de s'installer à Londres pour la saison estivale. Gazouillait Lady Hamilton. Il vient d'acheter une petite maison sur Mayfair Street. Quelle coïncidence étonnante. Il s'avère que son défunt père a servi avec le colonel Montgomery en Inde. J'ai tout de suite pensé que vous deviez faire connaissance. Mon père s'inclina Monsieur Stanford, parlait souvent du colonel Montgomery. Il disait que c'était un homme d'honneur. Je vous remercie, s'adoucit Lady Montgomery. L'évocation de son défunt mari l'émouvait toujours. Mon époux a effectivement servi en Inde, mais c'était il y a si longtemps. Il est décédé il y a 10 ans. Et mes condoléances, dit Monsieur Stanford en regardant de nouveau Béatrice. Et une fois de plus, ce regard fut trop insistant, trop connaisseur. Monsieur Stanford, reprit Lady Hamilton, j'ai entendu dire que vous aviez passé ces dernières années dans les montagnes d'Écosse. Quel romantisme! Cela a dû être bien solitaire. Oui, je préférais la solitude. Sa voix était égale. Mais Béatrice remarqua que sa mâchoire se contractait. Après certains événements, j'avais besoin de temps pour réfléchir. Et maintenant, vous avez décidé de revenir dans le monde, sourit Lady Montgomery. C'est louable. Un homme ne devrait pas rester isolé trop longtemps. Parfois, les circonstances nous y forcent, répondit-il. Et Béatrice crut déceler une pointe d'amertume dans ses paroles. Lady Hamilton continua de bavarder sur le temps, la saison estivale, les bals à venir, mais Béatrice n'écoutait presque pas. Elle observait les mains de M. Stanford, fortes, aux longs doigts, avec une cicatrice sur les jointures de la main droite. Des mains de militaire, les mains d'un homme qui avait tenu une arme. William avait exactement la même cicatrice à la main droite, souvenir d'un coup de sabre lors d'un duel d'entraînement. Maintenant, Mademoiselle Montgomery, vous ne vous sentez pas bien. La voix de sa mère la ramena à la réalité. Il fait juste chaud, dit-elle en se levant, prise de vertige. Je vous prie de m'excuser. J'ai besoin de prendre l'air. Elle quitta précipitamment la salle sans se retourner, mais elle sentit son regard dans son dos, lourd, brûlant, plein de questions inexprimées. Dans le salon réservé aux dames, Béatrice s'affaissa sur un divan de velours et se couvrit le visage de ses mains. C'était de la folie. William était mort. Son cœur le savait, l'avait accepté. Elle l'avait laissé partir, autant que possible. Mais cet homme, Béatrice, sa sœur cadette, Caroline, une jolie jeune fille de 19 ans en robe rose, passa la tête par la porte. Que se passe-t-il? Mère a dit que tu ne te sentais pas bien. Tout va bien, tenta de sourire Béatrice. Juste de la fatigue. Caroline s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Tu as pensé à lui aujourd'hui? Demanda-t-elle doucement. Au vicomte de Chadwick? Béatrice ne répondit pas. Mais Caroline avait tout compris. Elle était très jeune lorsque William et Béatrice avaient annoncé leur fiançailles. Mais elle se souvenait de lui. Gentil, rieur, toujours prêt à jouer avec les enfants ou à les emmener faire un tour à cheval. « Tu sais » dit Caroline en se blottissant contre son épaule. « Parfois, j'ai l'impression qu'il est encore là. Comme s'il veillait sur toi. C'était stupide, n'est-ce pas? Je suis pas stupide.
murmura Béatrice, sentant les larmes lui brûler les yeux. Elles restèrent ainsi quelques minutes, jusqu'à ce que Béatrice se ressaisisse. Ne pas montrer de faiblesse, ne pas sombrer dans le passé. La vie continue, lui disait-on. Tu dois aller de l'avant. Quand elles retournèrent dans la salle de bal, M. Stanford n'était plus là. Béatrice ressentit une étrange déception, mêlée de soulagement. Le reste de la soirée se déroula dans un brouillard. Elle dansa avec un cousin, puis avec un jeune baron dont elle oublia aussitôt le nom. Elle souriait, hochait la tête, entretenait des conversations mondaines. Et tout le temps, elle pensait à ses yeux d'ambre foncé, à cette cicatrice au-dessus du sourcil, à cette voix qui faisait battre son cœur trop vite. Lorsque la calèche des Montgomery s'ébranla enfin, les emportant loin de la demeure des Hamilton, Béatrice appuya son front contre la vitre fraîche et regarda Londres la nuit. Les lanternes à gaz se brouillaient dans ses yeux, se transformant en taches de lumière jaune. « Mère dit que tu as d'une encore refusé Monsieur Eversham, remarqua Caroline en bâillant. Elle est très contrariée. Je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas, répondit doucement Béatrice. Mais tu aimes toujours un mort, dit sa sœur, non pas avec cruauté, mais avec tristesse. Béatrice ne répondit pas. Chez elle, elle ne parvint pas à trouver le sommeil. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond où le clair de lune dessinait des motifs étranges. Des bribes de cette dernière soirée avec William lui revenaient en mémoire. Ses mains l'enlaçant dans le jardin, ses lèvres sur son front, son murmure, côte en 17. Puis, il était parti, et n'était jamais revenu. Mais ce soir, pour la première fois en 5 ans, Béatrice ressentit quelque chose d'étrange, comme si le passé était revenu à elle sous les traits d'un inconnu aux yeux sombres et aux mains balafrées. Elle ferma les yeux et murmura dans le vide. « Qui êtes-vous ? Frederick Stanford. » Frederick Stanford se tenait à la fenêtre de son bureau sur Mayfair Street, contemplant la rue matinale et déserte. L'aube commençait à peine à teinter le ciel de rose pâle, et Londres dormait encore. Lui ne dormait pas. Il n'avait pas dormi de la nuit après le bal des Hamilton. Dans sa main, il tenait un petit médaillon d'argent, la seule chose qui lui restait de sa vie passée. À l'intérieur, un portrait miniature de Béatrice, peint 5 ans plus tôt, avant son départ pour la guerre. Son visage, jeune, lumineux, un sourire dans les yeux. Il avait si souvent regardé ce portrait dans les tranchées, dans les hôpitaux, durant ces nuits interminables où il ignorait s'il verrait le jour suivant. Maintenant, il l'avait vue en personne, et elle était encore plus belle que dans ses souvenirs. Frédéric, non, William, serra le médaillon dans sa paume si fort que les bords s'enfoncèrent dans sa peau. Il devait garder son sang-froid, se souvenir de la raison de son retour, la vengeance, la justice, les noms de ceux qui l'avaient trahi, qui l'avaient tant laissé pour mort sur le champ de bataille, qui avaient volé son titre et sa fortune. Mais quand elle s'était tenue devant lui la veille, quand ses yeux, gris comme la brume matinale sur la Tamise, avaient rencontré les siens, tout s'était effondré. Tous ses plans, toute sa froide détermination s'étaient brisés contre un simple fait. Il l'aimait encore, désespérément, sans espoir, et elle ne l'avait pas reconnu. C'était à la fois un soulagement et un supplice. Il avait changé. Son visage s'était durci. Son corps était couvert de cicatrices. Ses cheveux grisonnaient. 5 ans de guerre, de captivité, de fuite avaient transformé le jeune vicomte en l'homme qu'il était aujourd'hui. Une ombre revenue d'entre les morts. Un coup à la porte le ramena au présent. « Entrez », dit-il d'une voix rauque de fatigue. Thomas Gray, son seul homme de confiance, entra dans le bureau, ancien sergent sous ses ordres. Il l'avait aidé à s'échapper d'une prison française. Petit, trapu, le visage balafré, Thomas était plus qu'un serviteur. Il était son ombre, sa mémoire, sa conscience. « Des nouvelles, monsieur », dit Thomas en posant une pile de documents sur le bureau. « J'ai fait des recherches, comme vous l'aviez demandé. » William ouvrit le premier document.
la liste des invités au bal, la liste des personnes ce qui faisait partie de sa vie 5 ans auparavant, des noms qui pouvaient en être liés à la trahison. Le vicomte d'Anvers était là, dit Thomas. Celui qui a pris votre place dans le régiment après que vous ayez été déclaré mort. Il est maintenant major et gère votre domaine dans le Kent. Mon cousin Germain, dit William avec amertume. Richard a toujours jalousé le titre. Mais sa haine était-elle suffisante pour organiser mon assassinat? Il a tout obtenu après votre mort, haussa les épaules Thomas. Le domaine, le titre de vicomte, un siège au Parlement. Il avait un mobile. Mais il n'est pas le seul, dit William en parcourant la liste. La moitié de mes anciennes connaissances sont ici. L'un d'eux était au courant de ce raid. L'un d'eux a transmis des informations aux Français sur notre position. Il s'arrêta sur un nom. Mademoiselle Béatrice Montgomery, lut-il à voix haute, et son cœur se serra. Qu'avez-vous appris sur elle? Thomas marqua une pause, puis sortit un autre document. Elle ne s'est pas mariée, monsieur. Après l'annonce de votre mort, elle a refusé tous les prétendants. Sa famille est en difficulté. Son père est décédé en laissant des dettes. Le frère aîné essaie de conserver le domaine, mais l'argent manque. Mademoiselle Montgomery aurait dû se marier pour aider sa famille, mais elle ne l'a pas fait, termina William en fermant les yeux. Elle avait donc attendu. Pendant 5 ans, elle avait attendu un homme qu'elle croyait mort. C'était de la folie, c'était stupide, c'était de l'amour. Monsieur, la voix de Thomas se fit prudente. Vous devez vous souvenir pourquoi nous sommes ici. Vous ne pouvez pas laisser vos sentiments. Je me souviens, le coupa sèchement William. Je me souviens de chaque seconde. Comment on m'a laissé saigner dans la boue. Comment les Français m'ont trouvé et jeté en prison. Comment j'ai pourri en captivité pendant 2 ans jusqu'à ce que tu m'en sortes. Je me souviens de tout. Thomas. Alors ne la laissez pas s'approcher, dit Thomas en le regardant droit dans les yeux. Mademoiselle Montgomery était votre fiancée. Elle connaissait vos plans avant la guerre. Elle aurait pu... Non, frappa William du poing sur la table. Pas elle. Béatrice n'aurait jamais... Les gens changent, monsieur, dit doucement Thomas. En 5 ans, tout peut changer. Vous devez en être sûr. William se tourna vers la fenêtre. Thomas avait raison. Il devait vérifier tout le monde. Même elle, surtout elle. Elle était la seule, avec Richard, à connaître ses plans ce jour fatidique. Mais quand il avait regardé dans ses yeux la veille, il n'y avait vu aucun mensonge, seulement de la douleur, de la mélancolie, la fidélité à un fiancé mort. Organisez une rencontre, dit-il enfin. Fortuite. Je veux lui parler à nouveau. À vos ordres, monsieur, s'inclina Thomas avant de sortir. William resta seul dans le silence du bureau qui sentait les vieux livres et la cire des bougies. Il était revenu à Londres comme un fantôme, un homme sans passé. Et maintenant, il devait découvrir la vérité, même si elle devait lui briser le cœur définitivement. Béatrice se réveilla avec un mal de tête. La lumière du soleil, filtrant à travers les lourds rideaux de velours, lui blessait les yeux. Elle se tourna sur le côté et vit sur sa table de chevet un verre d'Oyo et un mot de Caroline. Côte anti. Béatrice s'assit dans son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine. La soirée de la veille lui semblait un rêve étrange. Monsieur Stanford, ses yeux, ses cicatrices, sa voix. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et ouvrit les rideaux. Londres s'éveillait. Dans la rue s'affairaient déjà des marchands, des servantes avec leurs paniers, des équipages. Un jour ordinaire, une vie ordinaire. Pourquoi avait-elle l'impression que tout avait changé? Vêtue d'une simple robe du matin en mousseline vert clair, Béatrice descendit dans la salle à manger. Sa mère et Caroline l'y attendaient, déjà en train de déjeuner. « Enfin » dit Lady Montgomery en posant une lettre qu'elle lisait.
Tu as manqué la visite matinale de Monsieur Eversham. Il est très préoccupé par ton état d'hier soir. C'est bien aimable de sa part, dit Béatrice en se servant un thé. Transmettez-lui mes remerciements quand vous le verrez. Béatrice la regarda sévèrement sa mère. Tu ne peux pas continuer ainsi. Monsieur Eversham est un homme respectable. Sa famille est riche. Il est prêt à t'épouser malgré ton âge et ta modeste dot. Tu devrais être reconnaissante d'une telle proposition. Il ne m'a pas encore fait de proposition, objecta Béatrice en buvant son thé. Mais il s'y prépare, c'est évident, soupira Lady Montgomery. Ma chère, je comprends que tu te souviennes encore du vicomte de Chadwick. Mais 5 ans n'ont passé, il ne reviendra pas, et tu ne peux pas attendre toute ta vie. Béatrice posa sa tasse, s'efforçant de ne pas montrer que ses mains tremblaient. Je sais, mère, dit-elle doucement, je n'attends pas. C'est juste que j'ai besoin de temps. Du temps? Lady Montgomery eut un rire sans joie. Le temps s'est écoulé, Béatrice. Ton frère joint à peine les 2 bouts. Le domaine a besoin de réparation. Caroline doit faire son entrée dans le monde l'année prochaine, et nous n'avons pas d'argent pour une dot décente. Si tu épouses Monsieur Eversham, il a promis d'aider la famille. C'est un homme bon. Je sais c'est qu'il est bon, dit Béatrice en se levant de table sans avoir touché à sa nourriture. Mais je ne l'aime pas, et ce ne serait pas juste envers lui de me marier sans amour. L'amour, secoua la tête Lady Montgomery. Dans notre monde, on ne se marie pas par amour, ma chérie. On se marie par calcul, par arrangement. L'amour vient plus tard, ou pas. Mais c'est ainsi que la vie est faite. Béatrice quitta la salle à manger, sentant une boule se former dans sa gorge. Elle savait que sa mère avait raison, savait qu'elle devait penser à sa famille, mais elle ne le pouvait pas. Elle ne pouvait tout simplement pas imaginer passer sa vie avec un homme qui ne faisait pas battre son cœur plus vite. Elle monta dans sa chambre et sortit d'un coffret une vieille lettre, la dernière que William lui avait écrite avant de partir à la guerre. Le papier avait jauni, l'encre s'était estompée, mais elle connaissait chaque mot par cœur. Coton Vanet, une larme tomba sur le papier, effaçant l'un des mots. Béatrice l'essuya rapidement, essayant de ne pas endommager la lettre. C'était tout ce qu'il lui restait de lui, une lettre, des souvenirs, et la bague qu'elle gardait dans le même coffret, un simple anneau d'or gravé des initiales, 426. Elle passa un doigt sur la gravure et ferma les yeux. « Où es-tu » murmura-t-elle dans le vide. « Si seulement tu pouvais revenir, s'il y avait le moindre miracle. » Un coup à la porte interrompit ses pensées. Mademoiselle Béatrice, la femme de chambre, Mary, entra l'air soucieux. « Vous avez un visiteur. Lady Montgomery vous demande de descendre au salon. »« Qui » demanda Béatrice en rangeant rapidement la lettre et la bague dans le coffret. « Monsieur Frederick Stanford, mademoiselle, » répondit Mary. « Il a apporté des lettres de son défunt père, adressées au défunt colonel Montgomery. Lady Montgomery a jugé qu'il serait poli de le recevoir. » Le cœur de Béatrice s'emballa. Il était là, dans leur maison. « Je descends tout de suite, » dit-elle en s'efforçant de parler d'une voix égale. « Dis à ma mère que j'ai besoin de quelques minutes. » Quand Mary fut sortie, Béatrice s'approcha du miroir. Son visage était pâle, des cernes marquaient ses yeux après une nuit blanche. Ses cheveux étaient ainsi négligemment relevés en un simple chignon. Elle avait de l'air fatiguée et débraillée. Pourquoi était-il venu? Était-ce vraiment pour de vieilles lettres? Elle arrangea rapidement sa coiffure, se pinça les joues pour leur donner de la couleur, et jeta un châle léger sur ses épaules. En descendant l'escalier, elle entendit des voix provenant du salon. La basse profonde de M. Stanford et la voix douce de sa mère. Béatrice s'arrêta devant la porte, rassemblant son courage, puis entra. Il se tenait près de la cheminée, et la lumière matinale d'une haute fenêtre éclairait son profil. Aujourd'hui, il était vêtu plus sobrement. Un habit sombre, un gilet, une chemise blanche à col haut. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, mais une mèche rebelle tombait sur son front. William avait toujours eu une mèche comme celle-là.
Elle la remettait toujours en place quand il se promenait dans le jardin. « Mademoiselle Montgomery » dit-il en se tournant vers elle, et leurs regards se croisèrent. « Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. J'espère ne pas vous déranger à un moment inopportun. »« Et pas du tout, monsieur Stanford, » dit Béatrice en faisant une révérence avant de s'asseoir à côté de sa mère. « Mère m'a dit que vous aviez des lettres de mon père. »« Oui, » dit-il en sortant de sa poche plusieurs enveloppes jaunies. « Mon défunt père les a conservées pendant de nombreuses années. Elles ont été écrites par le colonel Montgomery depuis l'Inde. J'ai pensé que votre famille serait intéressée de les recevoir. » Lady Montgomery prit les lettres avec des mains tremblantes. « C'est si généreux de votre part. » Sa voix se brisa. « Mon mari parlait rarement de son service. Cela signifie beaucoup pour moi. » Béatrice regardait M. Stanford, essayant de deviner la véritable raison de sa venue. Les lettres? Ou était-ce un prétexte pour la revoir? « Monsieur Stanford, dit-elle, accepteriez-vous une tasse de thé? Vous avez fait un long chemin. »« Avec plaisir, dit-il en s'asseyant dans un fauteuil en face d'elle. Et Béatrice remarqua sa façon de bouger, avec précaution, comme si chaque mouvement lui était pénible. Une vieille blessure. William avait une blessure au flanc gauche, une balle reçue lors d'une de ses premières batailles. Il plaisantait en disant que cela faisait de lui un héros plus romantique. « Vous disiez avoir passé ces dernières années en Écosse ?» demanda Lady Montgomery, mettant de côté les lettres, visiblement émue par sa trouvaille. « C'est un endroit plutôt isolé. »« Oui, » dit M. Stanford en acceptant la tasse de thé que Béatrice lui tendait, et leurs doigts se frôlèrent une seconde. Une décharge électrique parcourut sa peau. « J'ai acheté une petite maison dans les montagnes après certains événements. J'avais besoin de temps pour me remettre. »« Vous avez été blessé ?» demanda Béatrice, incapable de se retenir. Il la regarda et quelque chose de sombre, de douloureux, passa dans ses yeux. « Oui, » répondit-il simplement. « À la guerre. »« Vous avez servi ?» se pencha Lady Montgomery avec intérêt. « Dans quel régiment ? » « Je préfère ne pas en parler. » Sa voix se fit plus dure. « La guerre n'est pas quelque chose que l'on aime se remémorer. » Béatrice vit ses épaules se raidir. Les jointures de ses doigts se blanchirent en serrant la tasse. C'était la douleur d'un homme qui avait vécu l'horreur. La douleur d'un soldat. « Pardonnez-nous, » dit-elle doucement. « Nous ne voulions pas raviver de mauvais souvenirs. » Il la regarda, et son regard s'adoucit. « Ce n'est pas votre faute, mademoiselle Montgomery, » dit-il. Et il y avait dans sa voix une tendresse qui fit se serrer son cœur. C'est juste que certains souvenirs sont trop douloureux. Ils restèrent assis en silence, un silence seulement rompu par le tic-tac de l'horloge sur la cheminée et le chant des oiseaux à l'extérieur. Lady Montgomery parcourait les lettres de son défunt mari, essuyant de temps en temps ses larmes avec un mouchoir. Béatrice et M. Stanford se regardaient, incapables de détourner les yeux. « Mademoiselle Montgomery, » reprit-il enfin, « j'ai entendu dire que votre famille possédait un domaine dans le Kent. Montgomery House, n'est-ce pas ? » « Oui, » hocha-t-elle la tête. « Nous y passons l'été. C'est un endroit magnifique, une vieille demeure, un jardin, un lac. Cela semble merveilleux, » sa voix se fit rêveuse. « J'ai toujours aimé le Kent. Les collines verdoyantes, les villages tranquilles. On peut y oublier l'agitation de Londres. »« Vous êtes déjà allé dans le Kent ?» demanda Béatrice. « Il y a longtemps, » dit-il en se tournant vers la fenêtre. « Très longtemps, dans une autre vie. » Béatrice voulut lui demander ce qu'il entendait par là, mais Lady Montgomery se leva, serrant les lettres contre sa poitrine. « Monsieur Stanford, je ne sais comment vous remercier, » dit-elle les larmes aux yeux. « Ces lettres, elles sont inestimables pour moi. Vous êtes très bon. Je suis heureux d'avoir pu vous être utile, » dit-il en se levant et en s'inclinant. « Il est temps pour moi de partir. Je ne veux pas abuser de votre temps. » « Béatrice,
Raccompagne Monsieur Stanford, dit Lady Montgomery en se dirigeant déjà vers la porte. Je dois montrer ces lettres à Edward. Il sera si heureux, heureux. Et elle sortit, les laissant seuls. Béatrice se leva, sentant ses genoux trembler. Ils se faisaient face dans le salon vide, et l'air entre eux semblait électrisé. « Monsieur Stanford » commença-t-elle, sans savoir ce qu'elle voulait dire. « Béatrice » dit-il, et ce nom sur ses lèvres sonna comme une prière, une malédiction, une révélation. Elle se figea. Il n'aurait pas dû l'appeler par son prénom. Ils se connaissaient à peine. C'était une violation de toutes les règles de bienséance. Mais il y avait dans ce prénom quelque chose de douloureusement familier. L'intonation, la tendresse, le désespoir. « Nous ne sommes pas assez proches pour que vous m'appeliez par mon prénom, » murmura-t-elle, bien que son cœur criât le contraire. « Je vous prie de m'excuser, » dit-il en reculant d'un pas, et le masque du poli inconnu revint sur son visage. « Vous avez raison, c'était déplacé, je me suis oublié. » Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. « Mademoiselle Montgomery, » dit-il sans se retourner, « avez-vous déjà pensé que les morts pouvaient revenir ?» Béatrice eut le souffle coupé. « Que voulez-vous dire ?» Il se tourna lentement vers elle, et il y avait dans ses yeux une telle douleur, une telle mélancolie, qu'elle fit un pas en avant sans réfléchir. « Parfois, un homme peut survivre là où d'autres ont péri, » dit-il doucement. « Parfois, il revient, mais il est différent. Si différent que même ceux qui l'aimaient ne le reconnaissent pas. Monsieur Stanford, répondez-moi. » Sa voix se fit dure, exigeante. « Si l'homme que vous avez aimé et pleuré revenait, s'il se tenait devant vous, vivant, mais changé, le reconnaîtriez-vous ?» Béatrice le regarda, et soudain, tout s'assembla. Les cicatrices, la voix, les yeux, la posture, cette mèche de cheveux, la façon dont il avait prononcé son nom. « Mon Dieu !» souffla-t-elle, et le monde vacilla autour d'elle. Il fit un pas vers elle, juste à temps pour la rattraper alors qu'elle chancelait. « William » murmura-t-elle en le regardant de près. « C'est toi. C'était toi depuis le début. » Le temps s'arrêta. Béatrice se tenait dans ses bras, si près qu'elle sentait les battements de son cœur, l'odeur du tabac et quelque chose d'autre, d'indéfinissable. L'odeur de la guerre, l'odeur de la douleur, l'odeur d'un homme qui avait traversé l'enfer et en était revenu. « William » répéta-t-elle, la voix tremblante. « C'est vraiment toi. » Il ne répondit pas. Il la regardait simplement avec une telle expression qu'elle sentit les larmes lui brûler les yeux. Dans son regard, il y avait tout. L'amour dont elle se souvenait, la douleur qu'elle ne pouvait comprendre, et autre chose encore, la peur. « Chut !» murmura-t-il en jetant un coup d'œil à la porte. « Personne ne doit savoir. S'il te plaît, Béa. Personne. » Elle s'écarta, reculant d'un pas, et sa main partit d'elle-même. La gifle résonna bruyamment dans le silence du salon. William n'essaya même pas d'esquiver. Il encaissa le coup sans ciller, et une marque rouge apparut sur sa joue. 5 ans, sa voix tremblait de rage et de douleur. 5 ans que je te pleure. 5 ans que je refuse de vivre parce que tu étais mort. Et toi, tu étais vivant. Tu étais vivant tout ce temps et tu ne m'as rien fait savoir. Béatrice, n'ose pas, recula-t-elle encore d'un pas, la main sur sa poitrine, comme pour retenir son cœur qui menaçait d'exploser. N'ose pas prononcer mon nom comme si de rien n'était. Comme si tu n'avais pas brisé ma vie 2 fois. Il se tenait immobile, et il y avait dans ses yeux une telle douleur que la colère de Béatrice vacilla un instant. Mais seulement un instant. « Explique-toi » exigea-t-elle en luttant contre les larmes. « Tout de suite. Explique pourquoi tu es revenu comme un fantôme, pourquoi tu te cachais, pourquoi tu m'as laissé croire que tu étais mort. » William ferma les yeux, passa une main sur son visage. Quand il la regarda de nouveau,
Son regard était déterminé. « Parce qu'on m'a trahi, dit-il durement. Quelqu'un voulait ma mort, l'un des nôtres. Et je ne savais pas à qui je pouvais faire confiance, même à toi. » Ces derniers mots la frappèrent plus durement que n'importe quelle gifle. « Même à moi ?» murmura-t-elle, sentant quelque chose se briser en elle. « Tu pensais que j'aurais pu... » Je ne savais pas. Sa voix se fit désespérée. « Bee, tu dois comprendre. Ce raid où j'ai été blessé, seules quelques personnes en connaissaient les détails. Mon cousin Richard, mon commandant, et toi. Tu étais la seule à qui j'avais dit où nous allions cette nuit-là. » Béatrice secoua la tête, n'en croyant pas ses oreilles. « Et tu as pensé, tu as décidé que j'aurais pu te vendre aux Français? Moi, qui t'aimais plus que ma propre vie. » « Je n'ai pas pensé, » fit-il un pas vers elle, mais elle recula. « J'étais juste... Après tout ce qui s'est passé, je ne pouvais faire confiance à personne, pas même à mes propres souvenirs. Ils m'ont battu en captivité, Bay, pendant 2 ans. 2 ans à pourrir dans une prison sans savoir qui m'avait trahi, et la seule chose qui me tenait, c'était l'idée de la vengeance, de la justice. « Et de moi ?» demanda-t-elle doucement. « As-tu pensé à moi une seule fois ?» Chaque seconde, sa voix se brisa. Chaque maudite seconde de ces 5 années. Ton visage était la dernière chose que je voyais avant de perdre connaissance. Ton nom était le dernier mot que je prononçais quand je pensais mourir. Tu étais la seule chose qui me retenait dans ce monde. Les larmes coulaient sur ses joues, et elle ne cherchait plus à les retenir. « Oh. » « Alors pourquoi ?» souffla-t-elle. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir dès ton retour? Pourquoi ces jeux, ce mensonge ?» William s'approcha de la fenêtre, et la lumière dorait son profil. Il paraissait plus âgé qu'il y a 5 ans. Pas seulement son visage, mais quelque chose dans sa posture, dans sa façon de se tenir. La guerre lui avait volé sa jeunesse. « Parce que je dois connaître la vérité, » dit-il sans se retourner. « Qui m'a trahi? Qui a volé mon titre, ma fortune, ma vie? Et je ne pouvais pas risquer que le coupable apprenne mon retour avant l'heure. Et je suis devenue une suspecte, » dit amèrement Béatrice. « Moi, qui t'ai attendu 5 ans, qui ai refusé tous les prétendants, qui ai gardé ta bague comme une relique. » Il se retourna brusquement. « Anastasie, tu as gardé la bague? »« Bien sûr que je l'ai gardée, » cria-t-elle presque. « Qu'est-ce que tu croyais? Que je l'avais jetée? Vendue? J'ai porté le deuil pour toi pendant 1 an, même si nous n'étions pas mariés. J'ai porté du noir jusqu'à ce que ma mère me l'interdise. Je suis allé sur ta tombe, une tombe vide, maudite, tous les dimanches. Et tu oses dire que tu ne me faisais pas confiance? » William fit un pas vers elle, et cette fois, elle ne recula pas. Il prit son visage entre ses mains, et son contact était aussi tendre que dans ses souvenirs. « Pardonne-moi, » murmura-t-il, et il y avait une supplique dans sa voix. « Bee, je t'en prie, pardonne-moi. J'étais un imbécile. J'étais brisé. Je ne pouvais pas penser clairement. Tout ce à quoi je pensais, c'était la vengeance, la douleur, la colère. Mais quand je t'ai vue hier au bal, quand tu te tenais près de la fenêtre, aussi belle que dans mes souvenirs, j'ai compris que j'avais eu tort. Tu n'aurais jamais pu me trahir. Jamais. Mais tu t'es quand même caché de moi, » dit-elle en fermant les yeux, sentant ses mains sur son visage. « Même hier, même aujourd'hui. Tu es venu ici, et je ne t'ai reconnu que parce que tu as presque avoué toi-même. Je voulais te le dire. » Ses pouces essuyaient les larmes de ses joues. « Chaque seconde passée près de toi, je voulais te dire la vérité. Mais j'avais peur. Peur que tu me détestes, que tu me tournes le dos, que tu ne me pardonnes pas. » Béatrice ouvrit les yeux et le regarda. Cet homme qu'elle avait aimé plus que sa propre vie, qui avait été son premier et unique amour, qui était mort et ressuscité, mais était revenu changé. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » avoua-t-elle honnêtement.
Tu m'as fait tant de mal, William, je t'ai enterré, je t'ai laissé partir. J'ai appris à vivre sans toi. Et maintenant, tu es là, vivant, et tu exiges que je comprenne, que je me taise, que j'attende encore. Je ne te demande pas d'attendre, dit-il en la lâchant et en reculant. Je te demande de m'aider. Donne-moi le temps de trouver celui qui m'a trahi. Donne-moi le temps de retrouver mon nom, mon titre, mon honneur. Et ensuite, je viendrai à toi comme l'homme que j'étais, ou du moins, comme celui que je peux devenir. Et si je ne veux pas de l'homme que tu étais? Demanda Béatrice, sa voix plus ferme. Si j'ai aimé ce jeune officier qui riait dans le jardin et me lisait des poèmes, et que devant moi se tient un étranger couvert de cicatrices et de secrets. La douleur dans ses yeux était presque physique. Alors je l'accepterai, dit-il doucement, et je partirai, pour toujours. Ils se tenaient en silence, et il y avait tant de non-dits entre eux que l'air semblait épais. Béatrice entendait le tic-tac de l'horloge sur la cheminée, le bruissement des feuilles à l'extérieur, le rire de quelqu'un dans la rue. La vie ordinaire continuait, ignorant que son monde venait de basculer. « Raconte-moi » dit-elle enfin en s'asseyant dans un fauteuil. Ses jambes ne la portaient plus. « Raconte-moi tout. Ce qui s'est passé cette nuit-là, comment tu as survécu, pourquoi tu es revenu maintenant. » William s'assit lentement dans le fauteuil d'en face. Il semblait épuisé, comme si chaque mot lui coûtait un effort. C'était un raid ordinaire, commença-t-il, le regard perdu dans le vague. Nous devions inspecter une ferme abandonnée où, selon les rumeurs, se cachaient des éclaireurs français. J'ai pris une petite escouade avec moi. 10 hommes. Nous sommes partis à l'aube. Il se tut, et Béatrice vit ses mains se serrer en poing. C'était un piège. Il savait que nous venions. Il connaissait l'heure exacte, l'itinéraire, l'effectif de l'escouade. Nous avons été encerclés dès que nous sommes entrés dans le bâtiment. J'ai eu le temps d'ordonner la retraite, mais il était trop tard. La fusillade a commencé. J'ai vu mes soldats mourir. J'ai entendu leurs cris. Béatrice se couvrit la bouche de la main, imaginant l'horreur de cette nuit. J'ai été blessé à la poitrine et à la jambe, dit William en touchant machinalement son flanc gauche. Je suis tombé. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, il faisait nuit et tout était calme. Tous mes hommes étaient morts. Les Français avaient emporté leur corps, mais ils ont dû me croire mort et m'ont laissé là. Mon Dieu, murmura Béatrice. Et je suis resté là jusqu'au matin. Sa voix était devenue monotone, comme s'il lisait l'histoire de quelqu'un d'autre. Puis des habitants sont venus. Ils m'ont trouvé, m'ont emmené chez eux. Ils m'ont soigné comme ils le pouvaient. Mais j'étais à l'article de la mort. J'ai oscillé entre la vie et la mort pendant plusieurs semaines. Et personne ne savait que tu étais vivant. Les Français sont revenus, dit-il en la regardant, et il y avait de l'obscurité dans ses yeux. Et ils cherchaient des survivants. Ils m'ont trouvé, m'ont jeté en prison comme prisonnier de guerre. J'y ai passé 2 ans. 2 ans dans une cellule sans fenêtre, où la seule lumière était celle des torches des gardes. Ils m'ont interrogé, battu, ont essayé de me briser. Béatrice sentit son cœur se déchirer. Elle l'imaginait, le jeune et fort William qu'elle avait connu, dans une cellule sombre, blessé, seul. « Comment t'es-tu échappé » demanda-t-elle à travers ses larmes. Thomas Gray, pour la première fois de la conversation, une chaleur apparut dans sa voix. « Mon sergent. Il a survécu à ce raid. Il a été blessé mais pas tué. Les Français l'ont fait prisonnier séparément. Nous nous sommes retrouvés en prison et avons commencé à planifier notre évasion. Cela a pris presque 1 an. Mais nous nous sommes échappés. Nous avons atteint l'Écosse. J'y suis resté toutes ces années, à me rétablir, à planifier mon retour. Pourquoi pas en Angleterre? Ne comprenez pas, Béatrice. Tu aurais pu rentrer chez toi, annoncer que tu étais vivant, reprendre ton titre. Et parce que celui qui m'a trahi était ici,
dit William en se levant et en retournant à la fenêtre. À Londres, dans la haute société, peut-être parmi mes amis. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Si j'étais revenu ouvertement, il l'aurait su et aurait essayé de me tuer à nouveau, cette fois pour de bon. Qui? Exigea Béatrice. Qui soupçonnes-tu, Martu? William se tourna vers elle, le visage dur. Mon cousin Germain, Richard Harrington, l'actuel vicomte de Chadwick. Béatrice se souvint de Richard. Un homme grand et beau, aux yeux bleus froids et au sourire arrogant. Il avait toujours jalousé William, toujours dit qu'il était injuste que le titre revienne au cadet de la famille. Il a tout obtenu après ta mort, dit-elle lentement. Le titre, le domaine, un siège au Parlement. Siège au Parlement. Exactement, acquiesça William. Il avait un mobile, et il était l'un des rares à connaître les détails de ce raid. Mais j'ai besoin de preuves. Je ne peux pas l'accuser sans fait. Un tribunal ne croira pas un homme revenu d'entre les morts. Que comptes-tu faire? Chercher. Sa voix se fit déterminée. Je suis revenu à Londres sous un autre nom. J'ai noué des contacts dans la haute société. J'observe Richard, ses amis, tous ceux qui pourraient être impliqués. Tôt ou tard, il commettra une erreur, et je serai prêt. Béatrice se leva et s'approcha de lui. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la rue londonienne où la vie continuait de couler. « Et moi » demanda-t-elle doucement. « Quelle a été ma place dans tout ça ?» William la regarda et il y avait tant d'émotions dans ses yeux qu'elle ne pouvait toutes les déchiffrer. « Tu vivras, dit-il, comme tu vivais avant. Tu épouseras un homme respectable. Tu fonderas une famille. Tu m'oublieras. Tu me demandes l'impossible. » Secoua la tête Béatrice. « Je n'ai pas pu t'oublier mort. Comment pourrais-je t'oublier vivant? Alors je prierai Dieu de me donner la force de prouver ton innocence et de retrouver mon nom. » Sa main se leva, effleurant à peine sa joue. « Pour qu'un jour, je puisse venir à toi non comme un fantôme, mais comme un homme, et te demander ta main à nouveau. Et si je ne veux pas attendre ?» murmura-t-elle en fermant les yeux sous son contact. « Si je suis fatigué d'attendre, alors je l'accepterai, répéta-t-il, et je t'aimerai de loin, jusqu'à la fin de mes jours. » Béatrice ouvrit les yeux et le regarda. Les cicatrices, les cheveux grisonnants, les traits durs de son visage. Il était différent. La guerre l'avait changé. La douleur l'avait endurci. Mais ses yeux étaient et restés les mêmes. Ambrés, chaleureux, pleins d'un amour qui avait survécu à la mort. « Promets-moi, dit-elle en prenant son visage entre ses mains, comme il l'avait fait une minute plus tôt. Promets-moi que cette fois, tu reviendras. Vraiment. Pas comme un fantôme, pas comme un étranger, mais comme William Harrington, l'homme que j'ai aimé, que j'aimais, que j'aime. » Le dernier mot lui échappa, et Béatrice comprit que c'était la vérité. Malgré la douleur, la colère, ces 5 années, elle l'aimait encore, l'aimait désespérément, sans espoir, déraisonnablement. William ferma les yeux, appuyant son front contre le sien. « Je te le promets, » murmura-t-il. « Ou je mourrai en essayant. »« N'ose pas, » dit-elle en serrant plus fort son visage. « N'ose pas mourir à nouveau. Je ne le supporterai pas une deuxième fois. » Ils restèrent ainsi, s'agrippant l'un à l'autre comme s'ils avaient peur de se lâcher. Des pas se firent entendre derrière la porte. Quelqu'un descendait l'escalier. William s'écarta brusquement et le masque de Frederick Stanford revint sur son visage. « Pas un mot à personne, » dit-il rapidement. « Béa, s'il te plaît, si quelqu'un apprend que je suis vivant, tout sera ruiné. Donne-moi du temps. »« Combien ?» demanda-t-elle. « Combien de temps dois-je attendre des réponses ? » ?»« Je ne sais pas, » avoua-t-il honnêtement. « Mais je serai là, en tant que Frederick Stanford. J'irai au bal, aux réceptions. Je chercherai à te voir. Et un jour, quand tout sera terminé, je viendrai à toi et je dirai la vérité à tout le monde. » La porte s'ouvrit et Lady Montgomery entra, tenant toujours les lettres de son défunt mari. « Monsieur Stanford, » sourit-elle à travers ses larmes, « vous êtes encore là.
Béatrice ne vous a pas trop ennuyé avec ses bavardages? Pas du tout, s'inclina William, et personne n'aurait pu deviner qu'une minute plus tôt, il tenait Béatrice dans ses bras. Mademoiselle Montgomery a été une excellente interlocutrice. Mais il est vraiment temps pour moi de partir. J'ai un rendez-vous d'affaires à midi. Il se dirigea vers la porte, et Béatrice le suivit du regard. Sur le seuil, il se retourna et leurs yeux se croisèrent une dernière fois. « Au revoir, mademoiselle Montgomery », dit-il formellement. « J'espère que nous nous reverrons. »« Je l'espère aussi, monsieur Stanford », répondit-elle, chargeant ses mots d'un sens caché que lui seul comprit. Quand la porte se referma derrière lui, Béatrice se laissa retomber dans le fauteuil, sentant ses genoux trembler. Sa mère parlait des lettres, des souvenirs. Mais elle n'écoutait pas. Sa voix résonnait dans ses oreilles. Le souvenir de sa main sur sa joue la brûlait. William était vivant. Son William était vivant, mais pas libre. Il ne pouvait pas être avec elle. Ne pouvait même pas avouer qui il était vraiment. Et elle devait se taire. Garder son secret. Prétendre qu'il était un étranger, tandis que son cœur criait de douleur et de joie à la fois. « Béatrice, tu m'entends » La voix de sa mère la ramena à la réalité. « Oui, mère », se força-t-elle à sourire. « Bien sûr que je t'entends. » Mais ses pensées étaient loin, avec l'homme revenu d'entre les morts, mais qui était encore un fantôme, avec l'amour qui avait survécu à la mort, mais ne pouvait pas revenir à la vie. Pas encore. Les jours suivants furent un supplice pour Béatrice. Elle se rendait à des bals, recevait des visites, souriait, conversait, tout en se sentant comme une actrice sur scène. Chaque fois que M. Eversham se penchait sur sa main, elle pensait à William. Chaque fois que sa mère parlait de mariage et de devoir, les mots de William lui revenaient en mémoire. Que ton enfant fait bien. Il était vivant. Cette pensée la hantait jour et nuit. William était vivant quelque part à Londres, sous un faux nom, avec un autre visage. Et elle ne pouvait pas s'approcher de lui, le serrer dans ses bras, lui dire qu'elle l'avait attendu 5 ans et qu'elle était prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Une semaine s'était écoulée depuis ce matin dans le salon. Une semaine pendant laquelle Béatrice se réveillait chaque jour avec la même pensée. Écoute, mais ensuite, elle ouvrait son coffret, sortait le médaillon, et voyait la même cicatrice au-dessus du sourcil sur le portrait miniature de William que celle qu'elle avait remarquée sur le visage de Frederick Stanford. Ce n'était pas une fantaisie, c'était une cruelle réalité. Le vendredi soir, la famille Montgomery reçut une invitation pour une réception chez Lord et Lady Cavendish, l'une des familles les plus influentes de la haute société. Il était impensable de refuser. Béatrice enfila une robe couleur ivoire brodée de fils d'argent, releva ses cheveux en un chignon haut orné d'un diadème de perles, le seul bijou de valeur hérité de sa grand-mère. En regardant son reflet dans le miroir, elle vit une élégante dame de la haute société. Mais à l'intérieur, c'était le vide. La demeure des Cavendish scintillait de la lumière de centaines de bougies. La salle de bal était comble. Des dames en robes somptueuses, des messieurs en frac, des rires, de la musique et le tintement des verres partout. Béatrice entrasse avec sa mère et Caroline, s'efforçant de ne pas le chercher du regard dans la foule. Mais son cœur battait à tout rompre. Et mademoiselle Montgomery, quel plaisir, un homme grand aux yeux bleus froids et aux cheveux blonds impeccablement coiffés, s'approcha d'eux. Richard Harrington, vicomte de Chadwick. Béatrice sentit tout se contracter en elle. C'était lui, l'homme qui avait peut-être trahi William, qui portait son titre, vivait dans sa maison, utilisait son nom. « Vicomte de Chadwick », dit-elle, en faisant une révérence, se forçant à sourire. « Nous ne nous étions pas vus depuis votre retour du Kent. » En effet, les affaires du domaine ont requis ma présence, dit-il en lui prenant la main pour en baiser le revers. Ses lèvres étaient froides. Mais je suis heureux d'être de retour à Londres, surtout quand de si belles dames s'y trouvent. Le compliment sonnait juste, mais sans chaleur. Richard avait toujours été ainsi, courtois, correct, mais vide à l'intérieur. Béatrice ne l'avait jamais aimé, même quand il n'était que le cousin de son fiancé. « Vous êtes trop aimable. »
dit-elle en dégageant doucement sa main. Mademoiselle Montgomery, j'ai entendu dire que Monsieur Eversham vous faisait la cour. Il y avait une note étrange dans la voix de Richard. Félicitations. C'est un homme riche, bien qu'il ne soit pas de notre monde. Un bon choix pour... Eh bien, compte tenu des circonstances. Les circonstances. Il faisait allusion à son âge, à son absence de dot, à son statut de vieille fille. Béatrice serra les dents, luttant contre l'envie de lui répondre avec insolence. « Monsieur Eversham est en effet un homme respectable, » dit-elle froidement. « Mais je n'ai pas encore pris ma décision. » « Ne réfléchissez pas trop longtemps, » sourit Richard, et son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Le temps n'attend pas, surtout pour les femmes. » Il s'inclina et s'éloigna, laissant Béatrice tremblante de colère. Comment osait-il? Comment osait-il lui parler sur ce ton, en portant un titre qu'il avait volé? Quel homme désagréable! Murmura Caroline en s'approchant. Je n'ai jamais compris comment qu'ils pouvaient être parents du vicomte William. Ils étaient si différents. Oui, répondit doucement Béatrice, complètement différents. Elle balaya la salle du regard, et ses yeux le trouvèrent presque aussitôt. Frédéric Stanford se tenait près d'une colonne, conversant avec un gentleman âgé. Il portait un frac sombre, un gilet blanc, et la lumière des bougies se reflétait dans ses cheveux sombres, comme s'il avait senti son regard. Il leva la tête, et leurs yeux se croisèrent à travers la salle. Une seconde, deux, une éternité. Puis il hocha imperceptiblement la tête et retourna à sa conversation. Béatrice sentit son cœur manquer un battement. Même ce regard fugace suffisait à lui rappeler qu'il était là, qu'il était proche, qu'il se souvenait. « Béatrice, viens, sa mère l'a pris par le bras. Lady Cavendish veut nous présenter sa nièce du Devonshire. » L'heure suivante se passa en conversation mondaine. Béatrice souriait, hochait la tête, parlait du temps et de la saison estivale à venir. Mais tout le temps, elle sentait sa présence quelque part derrière elle. 2 fois, elle se retourna et croisa son regard. Une fois, il se tenait près d'une fenêtre. La seconde fois, près de l'escalier menant au jardin. Quand le dîner fut annoncé, les invités se dirigèrent vers les tables dressées dans la pièce voisine. Béatrice profita de l'agitation pour s'éclipser discrètement par une porte latérale menant au jardin. L'air de la nuit était frais, après la chaleur étouffante de la salle. Elle suivit une allée de gravier, bordée de haies taillées jusqu'à une tonnelle isolée, couverte de jasmin. C'était calme. On entendait seulement le murmure d'une fontaine à proximité. « Il est dangereux de se promener seul dans le jardin », retentit une voix familière, et elle se retourna. William se tenait à l'entrée de la tonnelle, le clair de lune argentant son visage. Il fit un pas à l'intérieur, et la distance entre eux se réduisit à quelques pieds. « J'espérais que tu me suivrais », avoua Béatrice. « J'avais besoin de te voir, de te parler. Je deviens folle avec ce jeu. »« Je sais, » dit-il en passant une main sur son visage. « Bah, je sais combien c'est difficile. Pour moi aussi. »« Richard était là, » dit-elle, la voix tremblante de colère. « Il m'a parlé, avec arrogance, avec condescendance, comme s'il en avait le droit, comme si ton titre lui appartenait vraiment. » Le visage de William se durcit. « Qu'a-t-il dit ?»« Rien de particulier, » secoua la tête Béatrice. « Juste des allusions à ma situation, au fait qu'il était temps pour moi de me marier. Mais la façon dont il parlait... William, j'ai vu ses yeux. Il n'y avait pas la moindre trace de sympathie, seulement de la froideur. « Il a toujours été comme ça, » dit William en s'approchant, et l'odeur de son seau de Cologne, cèdre et quelque chose d'épicé l'enveloppa. Même quand nous étions enfants, il jalousait tout ce que j'avais. Le titre, le domaine, même toi. Moi, il voulait t'épouser. William la regarda dans les yeux. Avant que je ne fasse ma demande. Il a demandé la permission à ton père, mais a essuyé un refus. Tu ne le savais pas? Béatrice secoua la tête, ressentant du dégoût. Père n'en a jamais parlé. Mais cela explique beaucoup de choses. Après
Après l'annonce de ta mort, il a essayé de me rendre visite plusieurs fois. Il disait vouloir me soutenir, mais j'ai refusé de le recevoir. Il avait donc un autre mobile, la voix de William devint sombre. M'éliminer et tout obtenir, y compris toi. Mais ce ne sont que des suppositions, fit Béatrice un pas vers lui. As-tu des preuves? Pas encore, admit-il. J'observe, j'écoute. Thomas a fait des recherches sur ses finances, ses relations. Rien de concret pour l'instant. Mais je sais qu'il est coupable. Je le sens. Un sentiment ne suffit pas pour accuser, dit doucement Béatrice. Il te faut des faits, des témoins, des documents. Je sais, dit William en lui prenant la main. Et son contact était si familier, si juste. C'est pourquoi je dois être patient. Je dois attendre. Mais chaque jour où je le vois, se promenant librement, portant mon nom, Béa, je me contiens à peine. Béatrice lui serra la main. Tu dois te contenir, dit-elle fermement. Pour nous deux, si tu te découvres trop tôt, tout sera perdu. Il trouvera un moyen de te détruire à nouveau. Je sais, répéta-t-il en l'attirant plus près. Mais quand je vois comment M. Eversham te regarde, comment il essaie de te courtiser, j'ai envie de le tuer de mes propres mains. Malgré la gravité de la situation, Béatrice faillit sourire. Monsieur Eversham ne fait que son devoir de prétendant prometteur. Il ne sait pas que mon cœur appartient à un fantôme. Pas un fantôme, dit William en portant sa main à ses lèvres pour en baiser les jointures. Un homme qui respire, qui ressent, qui t'aime si fort que ça en fait mal. Béatrice ferma les yeux, savourant son contact. Depuis combien de temps attendait-elle cela? 5 ans, 5 maudites années. Williams, murmura-t-elle, et si tu ne trouves pas de preuves? Et si Richard a été prudent et n'a laissé aucune trace? Alors je trouverai un autre moyen. Sa voix se fit dure. Je n'abandonnerai pas. Je ne peux pas. L'enjeu est trop grand. Ils restèrent ainsi, se tenant par la main sous le clair de lune, et Béatrice sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était si cruel de l'avoir près d'elle, mais pas vraiment. De le toucher, mais pas de l'embrasser. De l'aimer, mais de ne pas être avec lui. Je dois y retourner, dit-elle enfin. Si ma mère découvre mon absence, ce sera un scandale. Je sais, dit William sans lâcher sa main, mais accorde-moi encore 1 minute. Juste 1 minute. Il l'attira contre lui, et Béatrice se laissa faire. Son cœur battait contre son oreille, régulier, fort, vivant. Elle se serra plus fort, respirant son odeur, mémorisant chaque instant. « Je t'aime », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je pensais mourir, même quand je pensais t'avoir perdu pour toujours. Je t'aime aussi, répondit-elle à travers ses larmes. Je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. Ils se séparèrent à contre-cœur, et Béatrice essuya rapidement ses larmes. Par le premier, dit-elle. J'attendrai quelques minutes et je reviendrai séparément. William hocha la tête, mais à la sortie de la tonnelle, il se retourna. Béa, appela-t-il doucement. Sois prudente avec Richard. Ne reste pas seule avec lui. Ne lui fais confiance en rien. Il est dangereux. Je serai prudente, promit-elle. Il partit, se fondant dans l'ombre du jardin. Béatrice resta seule, adossée au mur de pierre froide de la tonnelle. Son cœur battait encore trop vite. Ses lèvres se souvenaient encore de la chaleur de son souffle, bien qu'il ne l'ait pas embrassée. Elle ferma les yeux, rassemblant ses esprits. Il fallait retourner dans la salle, sourire, parler, prétendre que rien ne s'était passé. Quand Béatrice rentra par la porte latérale, Caroline l'intercepta immédiatement. « Où étais-tu » siffla sa sœur. « Mère te cherchait partout. Monsieur Eversham veut t'inviter à une promenade demain. Je suis juste sortie prendre l'air, » dit Béatrice en arrangeant sa coiffure. « Dis à mère que je me sentais mal à cause de la chaleur. » Caroline la regarda attentivement. « Tu as pleuré, constata-t-elle. » Béatrice,
Que se passe-t-il? Tu es étrange ces derniers jours. Il ne se passe rien? Mentit Béatrice en se détournant. Je suis juste fatiguée. Tu penses où à lui? Dit doucement Caroline. Au vicomte de Chadwick, n'est-ce pas? Béatrice ne répondit pas, mais Caroline comprit. Elle passa un bras autour des épaules de sa sœur. Je sais que tu l'aimes encore, murmura-t-elle. Et je suis tellement désolée, Bay. Mais il est mort et tu dois continuer à vivre. Mère a raison. Monsieur Eversham est un homme bon. Peut-être qu'avec le temps. Non. La coupa sèchement Béatrice. Jamais. Elle s'éloigna sans laisser à sa sœur le temps de répondre. Elle retrouva sa mère, qui avait l'air effectivement inquiète, et l'assura que tout allait bien. Elle accepta l'invitation de Monsieur Eversham pour la promenade du lendemain, bien que chaque mot lui coûtât un effort. Le reste de la soirée se déroula dans un brouillard. Béatrice vit William plusieurs fois. Il dansait avec une jeune fille, puis conversait avec un groupe de gentlemen près de la cheminée, puis se tenait à côté de Richard, discutant de quelque chose. Les deux cousins germains, que personne ne savait être plus que de lointains parents. Lorsque la calèche des Montgomery s'ébranla enfin, les ramenant chez eux, Béatrice appuya son front contre la vitre froide et ferma les yeux. « Béatrice !» La voix de sa mère la fit sursauter. « Nous devons parler. »« De quoi, mère ? De ton avenir, » soupira Lady Montgomery. « Ma chérie, je comprends que tu sois encore en deuil. Mais 5 ans ont passé. Le vicomte de Chadwick ne reviendra pas. Et tu ne peux pas attendre éternellement. »« Je n'attends pas, » dit doucement Béatrice. Et c'était la vérité. Elle n'attendait pas. Elle savait. « Alors accepte la proposition de M. Eversham quand il la fera. » Sa mère lui prit la main. « C'est un homme bon, riche, il équilibrera la famille. Il y aidera ton frère à sauver le domaine. Il y aidera Caroline à faire un bon mariage. Vous voulez que je me vende pour la famille ?» Béatrice regarda sa mère dans les yeux. « Je veux que tu sois heureuse, » répondit Lady Montgomery, et il y avait de la sincérité dans sa voix. « Et je sais que le bonheur ne vient pas toujours avec l'amour. Parfois, il vient avec la sécurité, la stabilité, une famille. Monsieur Eversham sera un bon mari. Il prendra soin de toi. »« Mais je ne l'aime pas, » murmura Béatrice. « L'amour vient avec le temps, » répéta sa mère la même phrase qu'une semaine auparavant. « Donne-lui une chance, c'est tout ce que je te demande. Donne-lui juste une chance. » Béatrice se tourna vers la fenêtre, sentant les larmes lui brûler les yeux. Comment pouvait-elle donner une chance à un autre homme quand son cœur appartenait à William? Comment pouvait-elle se marier, sachant qu'il était là, vivant, attendant? Mais que se passerait-il s'il ne trouvait pas de preuves? Si les mois se transformaient en années et qu'elle attendait encore? Attendre un homme qui pourrait ne jamais retrouver son nom? Béatrice ferma les yeux et dans l'obscurité, elle vit son visage, ses yeux ambrés, la cicatrice au-dessus de son sourcil, ses lèvres qui murmuraient son nom. « Coton-Quintia » voulait-elle dire, « Coton-Cinq ». Mais elle ne prononça pas un mot. La promenade avec M. Eversham le lendemain fut une épreuve que Béatrice supporta à peine. Ils se promenèrent dans Hyde Park. Il parlait de ses succès en affaires, de la nouvelle maison qu'il comptait acheter à Mayfair, de l'avenir. Béatrice hochait la tête, souriait et pensait à William, à la façon dont ses mains l'avaient tenu la veille dans le jardin, à la façon dont il avait murmuré son nom. « Mademoiselle Montgomery, m'écoutez-vous » La voix de M. Eversham la ramena à la réalité. « Je vous prie de m'excuser » se força-t-elle à se concentrer. « J'étais perdu dans mes pensées. » Il s'arrêta sur le sentier. Son visage devint sérieux. « Ah, mademoiselle Montgomery, Béatrice, » dit-il en lui prenant la main, et elle se sentit mal à l'aise. « Je ne suis pas aveugle. Je vois que vous êtes malheureuse, que quelque chose vous pèse. Monsieur Eversham, laissez-moi finir, » dit-il en serrant sa main plus fort. « Je sais que vous êtes encore en deuil du vicomte de Chadwick. Tout le monde le sait. Mais il est mort.
Et je suis vivant. Et je suis prêt à attendre, prêt à être patient, parce que je vous admire. Votre force, votre fidélité, votre dignité. Béatrice le regarda, et soudain, elle ressentit de la pitié. C'était un homme bon, vraiment bon, mais elle ne pouvait pas lui donner ce qu'il méritait. « Vous êtes très aimable, » dit-elle doucement, « mais je ne peux pas vous promettre ce que je n'ai pas. Mon cœur. » « Votre cœur est dans une tombe, je sais, » l'interrompit-il, et il n'y avait aucun reproche dans sa voix, seulement de la tristesse. « Mais les cœurs peuvent guérir. Donnez-moi une chance de vous aider, de devenir votre ami. Et puis, peut-être, quelque chose de plus. » Elle voulait refuser, voulait dire la vérité, que son cœur n'était pas dans une tombe, mais ici, à Londres, battant dans la poitrine d'un homme revenu d'entre les morts. Mais elle ne le pouvait pas. William lui avait demandé de se taire. Et elle se taisait, même si cela brisait non seulement son cœur, mais aussi celui d'un homme innocent en face d'elle. « J'y réfléchirai, » dit-elle enfin. « C'est tout ce que je peux promettre. » Monsieur Eversham hocha la tête, acceptant sa réponse. Quand il la ramena chez elle, Béatrice se sentit soulagée que l'épreuve soit terminée. Mais une nouvelle l'attendait à la maison, qui anéantit toute sa tranquillité. « Nous partons pour le Kent !» annonça sa mère au déjeuner. « Ton frère écrit que les affaires du domaine requièrent ma présence. Nous partons demain matin. »« Dans le Kent ?» Béatrice sentit la panique la gagner. « Mais mère, c'est le plein de la saison. La famille est plus importante que les bals, » répondit sèchement Lady Montgomery. « Edward parle de problèmes sérieux. Nous devons être là-bas. Nous resterons 2 semaines, peut-être 3. 2 semaines. 2 semaines loin de Londres, de William. Comment pouvait-elle partir maintenant, alors qu'il était là, qu'il cherchait des preuves, qu'il avait besoin d'elle? « Je resterai, » dit Béatrice. « Je vous rejoindrai plus tard. »« Pas question ?» secoua la tête sa mère. « Une femme non mariée ne peut pas rester à Londres sans chaperon. Tu viendrais avec nous. » Béatrice passa le reste de la journée dans sa chambre, essayant de trouver un moyen de contacter William. Mais comment? Elle ne pouvait pas se rendre chez lui, ce serait un scandale. Elle ne pouvait pas envoyer un mot, c'était trop dangereux. Le soir, quand tout le monde fut couché, elle descendit doucement et écrivit une courte lettre sur une feuille de papier. Côte 26. Après avoir scellé l'enveloppe, elle y inscrivit l'adresse de la maison de Mayfair Street où vivait Frederick Stanford. Le matin, elle demanderait à Mary de porter la lettre, en disant que c'était un remerciement pour sa visite. Mais le matin apporta une surprise. Alors que la calèche des Montgomery était prête à partir, un élégant équipage s'arrêta devant la maison et William en descendit. « Monsieur Stanford ?» Lady Montgomery était surprise. Quelle surprise! « Lady Montgomery, je vous prie de m'excuser pour cette visite matinale, » s'inclina-t-il. « Mais j'ai entendu dire que vous partiez pour le Kent. Coïncidence, je comptais moi-même visiter cette région. Un ami m'a invité à séjourner dans son domaine non loin. J'ai pensé que je pourrais peut-être vous escorter jusqu'à votre domaine. » Béatrice le regarda, n'en croyant pas ses oreilles. Il allait voyager avec eux, et c'est très aimable de votre part. Sa mère était visiblement flattée. Mais nous ne voulons pas vous retarder. Pas du tout, assura-t-il. Ma calèche est spacieuse, et je serai ravi d'avoir de la compagnie pour ce long trajet. Ainsi commença un voyage que Béatrice n'oublierait jamais. Ils voyagèrent toute la journée, 2 calèches, l'une pour les dames, l'autre pour les bagages et les domestiques. William chevauchait à côté de l'équipage, s'approchant de temps en temps de la fenêtre pour s'enquérir de leur confort. Chaque fois que Béatrice le voyait, en selle, les cheveux au vent, le dos droit d'un officier, son cœur manquait un battement. C'était son William, tel qu'elle se souvenait de lui 5 ans plus tôt, quand il partait à la guerre. Ils s'arrêtèrent pour la nuit dans une auberge de bord de route. Lady Montgomery et Caroline montèrent dans leur chambre, fatiguées par le voyage. Béatrice resta dans la salle commune, prétextant vouloir un thé. William était assis près de la cheminée quand elle descendit. La salle
était de presque vide. Seul l'aubergiste somnolait derrière le comptoir, et quelqu'un jouait du violon dans un coin. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit doucement Berissa en s'asseyant en face de lui. « C'est dangereux. Quelqu'un pourrait te reconnaître. »« Je ne pouvais pas te laisser partir sans moi, » dit-il en la regardant par-dessus la table. « 2 semaines, Béa. Je ne supporterai pas 2 semaines sans toi. »« Et que comptes-tu faire ?» demanda-t-elle. « Me suivre partout ? Les gens le remarqueront. Ils commenceront à parler. Et qu'ils parlent, sa voix était têtue. Je ne laisserai personne nuire à ta réputation. Mais je dois être là. Je dois savoir que tu es en sécurité. » « En sécurité ?» fronça les sourcils Béatrice. « Contre quoi ?» William marqua une pause, puis se pencha plus près, baissant la voix. « J'ai reçu une information. Thomas a appris que Richard se rend également dans le Kent, dans notre domaine. Notre ancien domaine, se corrigea-t-il avec amertume. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais je n'aime pas que vous soyez à proximité. Montgomery House est à quelques miles de Chadwick Hall, objecta Béatrice. Nous le verrons à peine. Peu importe, insista William, je serai là, au cas où. Ils restèrent assis en silence, un silence seulement rompu par le crépitement du bois dans la cheminée. Le violoniste dans le coin jouait une mélodie mélancolique, et les notes flottaient dans la pénombre de la salle. « William, » reprit doucement Béatrice, « et si nous ne trouvons pas de preuves? Et si Richard a été trop prudent? » « Alors je trouverai un autre moyen, » répondit-il, et il y avait de l'acier dans sa voix. « Je n'abandonnerai pas. J'ai trop perdu. Il y a trop à regagner. Même si cela prend des années ?» Il la regarda et il y avait de la douleur dans ses yeux. « Tu me demandes si je suis prête à te demander d'attendre des années ?» Il secoua la tête. « Non, Béa. Je ne te demanderai pas d'attendre si longtemps. Si dans 6 mois rien n'a changé, je révélerai la vérité. Même sans preuve. Même si cela signifie un scandale public et un procès. Mais je ne te laisserai pas gâcher ta vie pour un fantôme. »« Tu n'es pas un fantôme, » objecta-t-elle. « Tu es là, vivant, réel. Pour toi, oui, sa voix s'adoucit. Mais pour le reste du monde, je suis toujours le vicomte de Chadwick, mort. Et tant que cela ne changera pas, nous ne pourrons pas être ensemble. Pas vraiment. » Béatrice voulut dire quelque chose, mais à ce moment-là, quelqu'un d'autre entra dans la salle, un voyageur en cape, secouant des gouttes de pluie. Le moment d'intimité fut brisé. « Tu dois te reposer, » dit William en se levant. « Demain sera une longue journée. » Elle se leva à son tour, et ils se firent main face dans la lumière vacillante de la cheminée. « Bonne nuit, monsieur Stanford, » dit-elle formellement, se souvenant de la présence d'étrangers. « Bonne nuit, mademoiselle Montgomery, » répondit-il de même. Mais alors qu'elle passait devant lui, il murmura à peine audiblement « Je t'aime ». Béatrice monta dans sa chambre, le cœur battant. Le lendemain, ils atteignirent le Kent, les paysages vallonnés, les champs verdoyants, les haies d'aubépines. Tout cela était si familier, si cher. Béatrice n'était pas venue ici depuis près d'1 an, et la vue de Montgomery House provoqua une vague d'émotions inattendues. La vieille demeure en pierre se dressait sur une colline, entourée de jardins et d'un parc. La maison avait besoin de réparation, c'était évident. Le toit fuyait par endroits, la peinture des volets s'écaillait, certaines fenêtres étaient barricadées. Edward, son frère aîné, les accueillit à l'entrée. Il avait l'air fatigué et vieilli. À 35 ans, il en paraissait 40. « Enfin, » dit-il en serrant sa mère dans ses bras. « Je commençais à croire que vous ne viendriez pas. »« Bien sûr que nous sommes venus, » dit Lady Montgomery en inspectant la façade avec inquiétude. « Mon Dieu, Edward, pourquoi n'as-tu pas écrit plus tôt? La maison est dans un état terrible. » Il n'y avait pas d'argent pour les réparations. Haussa-t-il les épaules. La récolte a été mauvaise. Les locataires ne peuvent pas payer. Je couvre à peine les dettes de père. Béatrice écoutait que la conversation le cœur lourd. Elle savait que les choses allaient mal, mais pas à ce point. William, qui s'était tenu à l'écart,
s'approcha d'Edward. « Monsieur Montgomery, permettez-moi de me présenter. Frederick Stanford, j'ai escorté vos dames Tennelage pendant le voyage. » « C'est très aimable de votre part, » lui serra la main Edward. « Ne voulez-vous pas rester pour le dîner? Nous serions ravis d'avoir un invité. »« Je vous remercie, mais j'ai un rendez-vous, » s'inclina William. « Je suis descendu à l'auberge du village. J'espère revoir votre famille pendant mon séjour dans la région. » Il partit, et Béatrice se sentit vide. Même en sachant qu'il n'était qu'à quelques miles, elle ressentait son absence comme une douleur physique. Le soir, quand tout le monde fut retiré dans ses chambres, Béatrice ne trouva pas le sommeil. Elle se leva, jeta un châle sur ses épaules et sortit dans le jardin. La nuit était chaude, ça sentait les roses et la terre humide après la pluie de l'après-midi. La lune éclairait les sentiers des familiers, la tonnelle où elle s'était assise autrefois avec William. Elle marcha jusqu'au vieux chêne au bord du jardin, leur endroit. C'est ici que William lui avait fait sa demande. C'est ici qu'ils s'étaient assis lors de leur dernière soirée avant son départ. Adossée à l'écorce rugueuse, Béatrice ferma les yeux et laissa les larmes couler. Elle était si fatiguée, fatiguée du mensonge, de la comédie, de la douleur. Elle avait envie de crier, de dire la vérité au monde entier. Bah, elle tressaillit et se retourna. William sortit de l'ombre. « Comment as-tu... D'où... » « Je ne pouvais pas partir. » s'approcha-t-il. « Je savais que tu viendrais ici. Tu venais toujours ici quand tu étais triste. » Béatrice le regarda, n'en croyant pas ses yeux. Il était là, à leur endroit, sous leur arbre. « Tu te souviens » murmura-t-elle. « Je me souviens de tout. » Sa voix se brisa. Chaque mot, chaque regard, chaque contact. Il était si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. Le clair de lune tombait sur son visage, éclairant les cicatrices qui n'étaient pas là 5 ans plus tôt. William, commença-t-elle, mais il posa un doigt sur ses lèvres. « Ne parle pas, » murmura-t-il. « Laisse-moi juste être avec toi. Ici, maintenant, comme avant. » Ils s'assirent sur l'herbe au pied du chêne, côte à côte, épaule contre épaule. Béatrice posa sa tête sur son épaule, et il l'enlaça, la serrant plus près. Ils restèrent ainsi, sans un mot, écoutant les bruits de la nuit, le bruissement des feuilles, le ululement lointain d'une chouette, le murmure d'un ruisseau quelque part dans le parc. Le temps ralentit, s'arrêta, perdit toute importance. « Cet endroit m'a manqué, » dit enfin William, « cet arbre, l'odeur des roses dans ton jardin, la vue des collines à l'aube. »« Tout est encore là, » répondit doucement Béatrice. « Ça t'attend. »« Toi, ça m'a dit. » »« Et toi ?» se tourna-t-il vers elle, et il y avait une question dans ses yeux. « Tu attends toujours ?» Elle le regarda. Cet homme qui était tout pour elle, qui était mort et ressuscité, qui était revenu différent de celui qu'il était parti, mais qui était toujours son William. « Toujours, » murmura-t-elle. « Je t'attendrai toujours. » Il se pencha et ses lèvres se posèrent sur son front, tendrement, presque avec révérence. Puis sur ses joues, essuyant ses larmes. Et enfin, après 5 ans de séparation, ses lèvres trouvèrent les siennes. Le baiser fut lent, prudent, plein de mots inexprimés et d'émotions contenues. Béatrice sentit quelque chose en elle se briser et guérir en même temps. C'était son William, vivant, réel, l'aimant aussi fort qu'elle l'aimait. Quand ils se séparèrent, ils tremblaient, tous les deux. « Pardonne-moi, murmura-t-il, je n'aurais pas dû. Il n'ose pas t'excuser, » dit-elle en touchant ses lèvres du bout des doigts. « N'ose pas regretter ce que j'ai attendu pendant 5 ans. » Ils restèrent assis, se tenant par la main, jusqu'à ce que la lune commence à décliner. Finalement, William se leva à contre-cœur, l'aidant à se relever. « Tu dois rentrer, » dit-il. « Il ne reste que quelques heures avant l'aube. »« Et toi ?»« Je retourne à l'auberge, » dit-il en prenant son visage entre ses mains. « Mais je reviendrai demain, sous un prétexte ou un autre. Je trouverai un moyen de te voir. Sois prudent.
dit-elle en se blottissant contre ses paumes. Richard, c'est quelque part par ici. Je sais. Son visage se durcit. Et cela me donne une chance. Ici, dans le Kent, loin des regards de Londres, il pourrait faire une erreur. Me donner ce que je cherche. Ils retournèrent vers la maison lentement, ne voulant pas se quitter. Au portillon du jardin, William s'arrêta. « B », appela-t-il doucement. « Quoi qu'il arrive ensuite, sache que cette nuit a été tout pour moi. Tu m'as qu'à se donner une raison de vivre, une raison de me battre. Alors batte-toi, dit-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser une dernière fois. Et gagne, parce que je t'attends, je nous attends. » Il partit dans l'obscurité du jardin, et Béatrice le suivit du regard, jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans l'ombre. Puis elle rentra doucement dans la maison, gagna sa chambre et se coucha. Mais le sommeil ne vint pas. Elle resta allongée, touchant ses lèvres du bout des doigts, se remémorant son baiser. Et pour la première fois en 5 ans, elle ne ressentit pas de la douleur, mais de l'espoir. Peut-être qu'ils pourraient vraiment être ensemble. Peut-être que la vérité éclaterait et que William retrouverait son nom. Peut-être que cette histoire ne se terminerait pas par une tragédie, mais par le bonheur. Peut-être. 3 jours passèrent dans une étrange tension. William venait à Montgomery House chaque jour sous différents prétextes. Tantôt il apportait des livres qu'il voulait, disait-il, prêtés à Edward, tantôt il les invitait à une promenade à cheval, ou passait simplement côte 127 gymnase. Lady Montgomery commençait à soupçonner que M. Stanford n'était pas indifférent à Béatrice, et cela l'inquiétait. On ne savait rien de lui, si ce n'est qu'il avait vécu en Écosse et possédait une modeste fortune. Mais Béatrice ne se souciait pas de la vie de sa mère. Chaque rencontre avec William était un instant de bonheur volé. Il se promenait dans le jardin, parlait de banalités pour les autres. Mais chaque mot était chargé de sens caché. Chaque regard était un aveu. Chaque contact fortuit de leurs mains, une promesse. Le 4e jour, tout changea. Béatrice lisait dans la bibliothèque quand Edward fit irruption. Le visage de son frère était pâle. Il tenait une lettre à la main. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en se levant d'un bond. « Richard, » dit Edward en montrant la lettre. « Le vicomte de Chadwick nous invite à dîner ce soir, toute la famille. Il dit qu'il veut discuter d'une proposition d'affaires importante. » Béatrice sentit un froid l'envahir. « Quelle proposition ?»« Je ne sais pas, » haussa les épaules Edward. « Mais nous ne pouvons pas refuser une invitation du vicomte. C'est notre voisin et l'un des hommes les plus influents du comté. » Le soir, alors que la calèche les emmenait à Chadwick Hall, Béatrice sentit une anxiété grandissante. Elle n'était pas venue ici depuis 5 ans, depuis le départ de William pour la guerre. La vieille demeure les accueillit, toutes ses fenêtres éclairées. À l'intérieur, rien n'avait changé. Les mêmes portraits d'ancêtres au mur, la même odeur de cire et de vieux bois, les mêmes hauts plafonds à moulures. Richard les accueillit dans le salon, impeccablement vêtus, un sourire froid aux lèvres. « Lady Montgomery, Monsieur Montgomery, mesdemoiselles, » s'inclina-t-il. « Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. »« Nous sommes honorés, vicomte, » dit Lady Montgomery en s'asseyant dans le fauteuil indiqué. Pendant le dîner, Richard fut charmant et attentionné. Il parla du temps, de politique, des prochaines élections au Parlement. Mais Béatrice vit son regard s'arrêter de temps en temps sur elle, froid, évaluateur, prédateur. Quand le dîner fut terminé et que les domestiques eurent débarrassé, Richard se renversa dans son fauteuil et regarda Edward. « Monsieur Montgomery, j'ai entendu dire que votre domaine connaissait des difficultés financières, » commença-t-il sans préambule. Edward se raidit. « Les affaires ne sont en effet pas très bonnes, mais nous nous en sortons. »« Inutile de mentir, » leva la main Richard. « J'ai fait mes recherches. Vos dettes sont considérables. Encore 1 an ou 2, et vous perdrez Montgomery House. » Lady Montgomery pâlit. Caroline porta la main à sa bouche. Edward serra les poings, mais se tut. « Je veux vous aider. » Continua Richard,
et il y avait dans sa voix une note qui mit Béatrice en alerte. « Je suis prête à racheter vos dettes, entièrement. Vous conserverez la maison, les terres, tout. C'est très généreux de votre part. » Édouard ne comprenait manifestement pas où était le piège. « Mais que voulez-vous en échange ?» Richard se tourna lentement vers Béatrice. « La main de votre sœur. » Le silence fut assourdissant. Béatrice le regarda, n'en croyant pas ses oreilles. « Quoi ?» souffla-t-elle. « Je vous demande de devenir ma femme, mademoiselle Montgomery, » dit Richard en se levant et en s'approchant d'elle. « Je vous admire depuis longtemps, depuis l'époque où vous étiez fiancée à mon défunt cousin. Maintenant qu'un temps suffisant s'est écoulé, je juge approprié de vous faire ma proposition. » « C'est de la folie, » se leva Béatrice en reculant. « Je ne vous épouserai pas. Même si cela sauve ta famille. » Sa voix devint froide. « Ton domaine, l'avenir de ta sœur. » Vicomte de Chadwick, intervint Lady Montgomery. « C'est une proposition très généreuse, mais vous ne pouvez pas exiger. »« Je n'exige pas, » sourit Richard. « Je propose un échange, avantageux pour tous. Mademoiselle Montgomery obtient un titre, une position, la richesse. Votre famille se débarrasse de ses dettes, et j'obtiens ce que je voulais il y a 5 ans. » Béatrice le regarda avec dégoût. « Vous me voulez comme un trophée, » dit-elle doucement. « Comme la dernière chose de William que vous ne possédez pas encore. » Quelque chose passa dans ses yeux, de la colère, de la satisfaction. « Chère Béatrice, » s'approcha-t-il, et elle sentit l'odeur de son eau, son eau de Cologne, âcre, désagréable. « William est mort. Mort depuis 5 ans. Il est temps de l'accepter et de continuer à vivre. » À ce moment, la porte du salon s'ouvrit en grand. « Je ne serais pas si sûre de cette affirmation, cousin. » Béatrice se retourna et vit William, non pas Frederick Stanford, mais William Harrington, colonel, vicomte de Chadwick. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, et à côté de lui se trouvait Thomas Gray, tenant un dossier. Derrière eux, on distinguait 2 autres hommes en uniforme militaire. Richard se figea, et tout le sang quitta son visage. « C'est impossible, » murmura-t-il, « tu es mort. J'ai vu le rapport. Tu es mort à Waterloo. »« Tu as vu le rapport que tu as rédigé toi-même, » dit William en entrant dans la pièce, sa voix froide comme la glace. « Après m'avoir vendu aux Français, après avoir condamné à mort 10 hommes de mon escouade. »« William ?» La voix de Lady Montgomery tremblait. « C'est vraiment toi. Mon Dieu, c'est impossible. » Mais Béatrice se taisait, le regardant. Son visage, débarrassé de son masque. Sa posture, droite, militaire, autoritaire. Ses yeux, qui regardaient Richard avec haine et triomphe. « J'ai des preuves, » dit William en faisant un signe de tête à Thomas, qui posa les documents sur la table. Des lettres, des témoignages, des relevés de virements sur un compte français 2 semaines avant ce raid. « Tu as vendu des informations sur la position de mon escouade pour 3000 livres, Richard. Tu as vendu la vie de tes compatriotes pour un titre et de l'argent. C'est un mensonge. » Richard tenta de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient. « Tu n'as aucune preuve. » Au contraire, s'avança l'un des militaires en uniforme. « Colonel Webster, du renseignement militaire. Nous enquêtons sur cette affaire depuis 3 mois, depuis que le colonel Harrington est revenu et a fourni les premières informations. Toutes les preuves qui sont rassemblées. Demain matin, vous serez arrêté pour haute trahison. » Richard regarda William, le désespoir dans les yeux. « Ce n'était pas moi, » recula-t-il vers la fenêtre. « Je ne voulais pas ta mort. Je voulais juste que tu disparaisses, que le titre me revienne de droit. »« De droit !» s'avança William, et Béatrice vit ses mains se crisper. « Tu as tué 10 hommes innocents. Tu m'as condamné à 2 ans de captivité et de torture. Tu as volé ma vie. Et tu parles de droit. Je ne savais pas que les Français te feraient prisonnier, » cria presque Richard. « Je pensais que tu mourrais rapidement,
Un seul coup de feu, et tout aurait été fini. Mais tu as survécu. Tu as toujours survécu, malédiction. Même dans l'enfance, quand j'essayais, quand il y avait des accidents. Il se tut, réalisant qu'il en avait trop dit. Des accidents? La voix de William devint dangereusement calme. Tu veux dire que tu as essayé de me tuer déjà à l'époque, quand nous étions enfants? Richard ne répondit pas, mais son silence était une réponse. William fit un pas de plus, et Béatrice vit sa main se diriger vers son flanc, là où il portait autrefois son sabre. William, non! Se précipita-t-elle vers lui, lui saisissant le bras. Il n'en vaut pas la peine. Laisse la justice décider de son sort. Il la regarda, et dans ses yeux, la colère et l'amour se livraient une bataille. Finalement, l'amour l'emporta. Il baissa la main. « Tu as raison, » dit-il doucement. « Il ne mérite pas que je me salisse les mains de son sang. » Le colonel Webster fit un signe à ses hommes, qui s'approchèrent d'Henri de Richard. « Richard Harrington, vous êtes en état d'arrestation pour haute trahison. Vous serez conduit à Londres pour votre procès. » Alors qu'on l'emmenait, Richard se tourna une dernière fois vers William. « Je t'ai détesté toute ma vie, » dit-il avec amertume. « Détesté parce que tu étais l'aîné, parce que tout était si facile. Le titre, le respect, même elle, » dit-il en regardant Béatrice. « Je l'ai aimée avant toi, mais elle ne m'a même pas regardé. L'amour ne s'achète ni ne se vole, » répondit William. « Il se mérite, et tu ne l'as jamais mérité. » Quand la porte se referma sur l'accusé, un silence s'installa dans le salon. Puis Lady Montgomery se leva lentement et s'approcha de William. Elle le regarda longuement, touchant son visage d'une main tremblante. « William, » murmura-t-elle, « mon garçon, tu es vraiment vivant. »« Oui, milady, » dit-il en lui prenant la main pour la baiser. « Je vous prie de m'excuser de ne pas m'être révélé plus tôt. Je devais être sûr. »« Tu étais sûr ?» intervint soudainement Béatrice, et la colère perçait dans sa voix. « Sûr de quoi? Que je ne t'avais pas trahi, ou que je pouvais garder ton secret pendant que tu jouais à cache-cache avec Richard. » William se tourna vers elle, le visage empreint de culpabilité. « Bi, 3 jours, » fit-elle un pas vers lui. « 3 jours que tu savais que tout allait être révélé aujourd'hui, que tu avais des preuves, et tu ne m'as pas dit un mot. Je ne pouvais pas prendre ce risque, » tenta-t-il de lui prendre la main, mais elle recula. Si Richard avait soupçonné quelque chose, « Tu ne me faisais pas confiance !» La voix de Béatrice tremblait. « Même après cette soirée sous le chêne, même après ce qu'il y a eu entre nous, tu ne me faisais toujours pas confiance. »« Ce n'est pas vrai !» fit William un pas vers elle, la douleur dans les yeux. « Bi, s'il te plaît, comprends, je ne pouvais pas te mettre en danger. Si Richard avait su que tu étais au courant, il aurait pu te faire du mal. Et à la place, il m'a fait une proposition, eut-elle un rire sans joie. Il voulait m'acheter avec ma famille, et je devais rester assise là, à écouter ça, sans savoir que tu étais quelque part, à proximité, que tu avais un plan. « Je te demande pardon, » dit-il en s'agenouillant devant elle, sans se soucier des personnes là présentes. « Béa, j'ai eu tort. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû te le dire, mais j'avais si peur de te perdre à nouveau. » Béatrice le regarda de haut sasso, cette fière officier, à genoux, devant elle. Son visage portait les traces des tourments subis. Ses yeux imploraient. « Lève-toi, » dit-elle doucement. « William, lève-toi. Ce n'est pas la peine. » Il se releva, et ils se firent face, sans se toucher, mais sentant chaque souffle de l'autre. « J'avais passé 5 ans à te pleurer, » dit Béatrice, et les larmes coulaient sur ses joues. Puis 3 autres semaines à savoir que tu étais vivant, mais que tu ne pouvais pas être avec moi. Et tout ce temps, tu étais si proche, mais si lointain, si étranger. Je suis le même. Homme, sa voix était rauque. Bah, je suis toujours le même. Juste un peu brisé, un peu changé. Mais mon cœur c'est le même. Et il n'a toujours appartenu qu'à toi. Elle le regarda dans les yeux, ambrés, chaleureux, pleins d'amour.
et elle y vit non seulement le William d'il y a 5 ans, mais aussi l'homme qu'il était devenu, fort, endurci, mais toujours capable d'aimer. « Promets-moi, » murmura-t-elle, « qu'il n'y aura plus de secrets, plus de mensonges, plus de jeux. Je te le promets, » dit-il en prenant son visage entre ses mains. « Béa, je te le promets, plus de secrets, seulement la vérité, seulement nous. » Et il l'embrassa, là, devant sa famille, les soldats, le monde entier. L'embrassa comme si c'était la première et la dernière fois à la fois. Béatrice se serra contre lui, sentant 5 années de douleur se dissoudre dans ce contact. Quand ils se séparèrent, Lady Montgomery pleurait doucement, un mouchoir pressé contre ses lèvres. Caroline souriait à travers ses larmes. Edward les regardait avec soulagement et joie. « Je suppose que tout va rentrer dans l'ordre maintenant », dit le colonel Webster en rassemblant les documents. « Vicomte de Chadwick, demain, vous devrez vous présenter au ministère de la Guerre pour la confirmation officielle de votre identité et la restauration de votre titre. »« J'y serai », acquiesça William sans lâcher Béatrice. Quand tout le monde fut parti, les laissant seuls dans le salon de Chadwick Hall, William conduisit Béatrice à la fenêtre. La lune éclairait le parc, et au loin, on voyait les collines du Kent, les mêmes collines qu'ils avaient regardées ensemble 5 ans auparavant. « Je suis rentré à la maison, » dit-il doucement. « Enfin rentré. Pas comme un fantôme, pas comme un étranger, comme moi-même. »« Et maintenant ?» demanda Béatrice en s'appuyant contre lui. « Et maintenant, » dit-il en la tournant vers lui, « je fais ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans, ce que j'ai voulu faire chaque seconde où j'étais loin de toi. » Il s'agenouilla de nouveau, et Béatrice sentit son cœur s'arrêter. Béatrice Montgomery. Sa voix était ferme mais pleine d'émotion. « Je t'ai déjà demandé ta main une fois. Et tu as dit oui. Puis je suis parti, et ne suis pas revenu à temps. Je t'ai fait attendre. Je t'ai fait souffrir. Mais maintenant, je suis là. Et je te le demande à nouveau. Veux-tu m'épouser, devenir ma femme? Pas un jour dans le futur, mais maintenant, dès que ce sera possible. » Béatrice le regarda à travers ses larmes. « Tu me le demandes vraiment, après tout ce que nous avons traversé? Après que je t'ai attendu 5 ans? Je dois te le demander, » sourit-il. « Je dois entendre ton bot-code 128 pieds à nouveau. » Elle s'agenouilla à côté de lui, prit son visage entre ses mains. « Oui, » murmura-t-elle. « 1000 fois oui, toujours oui. » Il l'embrassa de nouveau. Et ce baiser était une promesse. La promesse d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. La promesse d'un amour qui avait survécu à la mort, à la trahison, au temps. Ils restèrent assis sur le sol du salon de Chadwick Hall, leur maison, se tenant par la main, se regardant. Dehors, l'aube commençait, colorant le ciel de rose et d'or. Un nouveau jour, une nouvelle vie. « Je t'aime », dit William en lui baisant les mains. « Plus que les mots ne peuvent te l'exprimer. »« Je t'aime aussi », répondit Béatrice. « J'aime le jeune homme que tu étais, et l'homme que tu es devenu. Je t'aime tout entier. » Ils se levèrent, et William la conduisit vers la porte. « Allons-y, » dit-il. « Raccompagne-moi à la maison. Raccompagne-nous à la maison. » Et ils sortirent ensemble, main dans la main, vers la nouvelle aube. Le fantôme avait enfin pris chair. Le mort était ressuscité. Et l'amour qui avait attendu 5 longues années avait enfin droit au bonheur. Au loin, des oiseaux chantaient. Dans le jardin, les roses fleurissaient. Et dans la vieille maison sur la colline, les lumières s'allumaient, accueillant le maître revenu chez lui.